Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste te dire ce que j'ai trouvé sur toi sur le réseau. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Yann Benaïm, d'après les réseaux, t'es ex-bachelier du lycée Lyoté Casablanca. C'est vrai. Promo 94. 94. Ex-étudiant d'Intégral Paris. Oui. C'est quoi Intégral Paris? Je ne prépare. Et du coup, tu as fait l'école de commerce de Rouen, Exact. Ici, là. qui est devenu du coup. Il y a mémoire juste par- 22 ans. Ok. Je sais pas quel était le mais il y a 22 ans. Ouais, ça fait un moment. T'es du coup cofondateur et partenaire de VP, Ouais. vente privée, qui est une plateforme d'e-commerce. Ça te va comme définition? Super. Tu es aussi business angel, du coup tu investis dans des startups Ouais. avec le fonds IBP Participation. Ouais. Le IB, ça veut dire quoi? Ilan Benaïm. Ah oui. Ah, mais c'est hyper créatif, mec. Cherche pas. Mais on appelle ça IBP. C'est Ok. plus simple. Avec plus de 25 entreprises, 30, ouais. 30, j'ai pas compté sur l'Afrique. Ah, ok, bah c'est Voilà, ça. parce que du coup là tu as IBP Africa avec ça. 6 startups, 10 maintenant. 10 maintenant. Ouais. Ok. Et j'ai trouvé sur un magazine qu'on t'a appelé le business angel qui veut du bien du Maroc. Ça te va? Oui, mais bon, je suis marocain, donc c'est un peu normal, non? Ok, ok. Je sais pas. ok. Ouais, moi, Je tu connais vois, pas moi, beaucoup de je dis- Marocains qui veulent pas du bien de. je cite juste ce que j'ai trouvé. Et t'es fan de sport extrême? Un peu. Un peu, ça veut dire quoi? On parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je commence quelque chose, j'essaye d'y aller à fond. Un jour, je me suis mis à la plongée, je suis devenu instructeur de plongée. Je me suis mis au karting, je suis devenu pilote de monoplace. Un jour, j'ai essayé un avion, je suis devenu pilote de biréacteur. Donc voilà, j'aime bien aller un peu au bout des choses. Ça, Voilà. c'est trop bien. Moi, j'ai une question que j'adore poser aux invités à chaque fois que je les invite. Tu as eu lundi, mardi comme début de semaine. Est-ce que c'était start-up accéléré ou c'était plus au calme, chill? En général, j'ai un principe de vie depuis plusieurs années. J'adore le week-end, c'est extrêmement important pour se ressourcer, etc. Tous les lundis matins, mon agenda est booké pour moi. Si je veux dormir jusqu'à 10h, je dors jusqu'à 10h. Si je veux être au bureau à 8h et bosser, mais en tout cas, personne ne viendra me déranger un lundi matin. Moi, le début de semaine, il est toujours cool, relax, parce que je sais que j'ai ce fameux lundi matin jusqu'à midi, sans réunion. Et là, je viens d'apprendre que L'Oréal vient d'imposer ça à tous leurs managers, d'interdire de faire des réunions le lundi matin pour qu'ils puissent organiser le travail de leurs collaborateurs. Bon, après, tu peux rajouter le vendredi après-midi. Hein. Oui, aussi. Trop stylé. J'ai une question de Nostromos sur Twitch. C'est quoi le plus gros challenge sur toutes ces années? Ça a toujours été... alors, beaucoup de gens disent que c'est un bon problème. C'est quand tu as un produit et une expérience vachement successful, un truc qui se passe, c'est que tu as de la croissance, tu as de la demande, tu as une explosion de trucs. On a eu une année où on est passé de 15 millions d'euros à 120 millions d'euros en un an. Imagine, tout explose. Et l'un des plus gros challenges, c'est toujours de résoudre l'équation la plus impossible, c'est qualité, coût, volume. Au départ, on est petit, on fait de la qualité, on contrôle les coûts et on génère de la satisfaction. Et à force d'avoir de la qualité et de la satisfaction, les gens réachètent. Mais plus ils réachètent, plus ils en parlent à leurs amis, plus ça fait des volumes. Et quand tu as les volumes qui augmentent, maintenir la même qualité, c'est extrêmement dur. C'est très très dur. Si tu veux maintenir la même qualité, tes coûts ils vont exploser. Donc on est face à un challenge et une équation qui paraît impossible. Et en fait, la solution de cette équation, c'est l'innovation, c'est-à-dire change, fais différemment. Et donc le plus gros challenge qu'on a eu, ça a été à chaque fois de savoir et maintenant comment on fait pour faire face à cette croissance. Louis qui nous dit quelles ont été les conséquences du changement de nom pour l'entreprise. Alors le changement de nom, c'est une chose très simple, c'est que Vente Privée, c'est pas une société uniquement française, c'est une société européenne voire mondiale, puisque on a changé de nom, on avait on était dans 14 pays, je crois, dont le Brésil et le Mexique. Notre croissance dans ces 14 pays, c'est beaucoup faite par rachat de concurrents locaux qui avaient leur propre nom. Et donc à un moment, il fallait qu'on ait un nom global pour unifier tout le monde. Parce que si tu rachètes quelqu'un et tu lui laisses son nom, jamais il va s'intégrer chez toi. Ouais. Et donc il a fallu qu'on trouve ce nom global. Il y a pas mal de recherches et tout. Et finalement, c'est rentré dans la tête des gens. Mais c'est vrai que les Français n'ont pas compris qu'on est changé aussi en France. Je peux comprendre. Mais c'était pour donner de la cohérence au global. Qui a eu l'idée de passer de Vente Privée à VP? Jacques-Antoine. Okay. Non, enfin, on a cherché le nom, mais c'est Jacques-Antoine qui voulait unifier les différentes plateformes. En ce moment, ce qui se passe avec ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de la suite de l'e-commerce avec l'IA? Ce qu'il faut bien comprendre dans l'intelligence artificielle, et l'on le voit avec ChatGPT, ça peut nous aider à gagner énormément de temps, mais ça ne va jamais nous remplacer. On a besoin d'humains pour piloter ce genre de choses. Et je pense que demain, dans l'e-commerce, aujourd'hui, on a un e-commerce dont la particularité, c'est que tu es seul. Et je pense que demain, l'intelligence artificielle va t'aider à trouver ce que tu veux. Tu vas lui dire, par exemple, tu te lèves le matin, tu te dis, tiens, ce week-end, j'ai un mariage, va me chercher sur Vente Privée des trucs et fais-moi des propositions, mais c'est moi qui vais choisir, c'est pas toi qui vas acheter pour moi.
moi. Et donc je pense que l'intelligence artificielle, parce qu'elle est capable de brasser des milliards de data, parce que moi je suis capable de lui fournir de la data de ce que je veux, de ce que je n'ai pas, va nous faire gagner un temps dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pain point d'un site de commerce électronique, c'est la recherche de produits, trouver les bons produits, la bonne taille, la bonne chose et tout. L'intelligence artificielle de demain, je pense que, je ne sais même pas si on aura encore besoin de sites web. On aura peut-être besoin de sites web pour fournir des API et pour fournir du contenu, mais je pense que tu seras sur WhatsApp, tu vas parler à VPBot et tu vas lui dire tiens, qu'est-ce qu'il y a pour moi aujourd'hui dans ma taille, où tu as des choses sympas, un truc comme ça. Et l'intelligence artificielle, connaissant tes paramètres, va pouvoir te répondre. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose de fantaisiste, c'est quelque chose qui est complètement imaginable. Et c'est là où on a besoin de s'améliorer le plus, c'est comment je peux t'aider. Tu as parlé d'un truc, c'est connaissant tes paramètres. Ça veut dire que l'IA nous connaît, ça veut dire qu'elle a besoin de data de nous pour nous connaître. Ouais. Est-ce que ça pose pas un problème par rapport à la RGPD? Non, parce que c'est toi qui vas les donner. Aujourd'hui, on est revenu vachement en arrière sur tout ça. La GDPR n'est que la conséquence d'un abus de certains acteurs, je ne veux pas les nommer, mais on les connaît. On les connaît très bien. Très bien. Qui, dès qu'il y a eu cette révolution du big data, la révolution du big data, je rappelle un truc extrêmement simple, c'est avant, pour faire une requête sur des milliards de lignes, il me fallait 22 heures. Il y a des mecs extrêmement intelligents qui ont inventé de nouveaux langages de query, de nouvelles façons de stocker, et on peut requêter des milliards de data en moins d'une seconde. Avant, j'étais obligé de jeter de la data parce que je l'agrégeais, parce que je ne savais pas où la stocker. Aujourd'hui, on ne jette plus. Mais derrière, les marketeurs qui sont arrivés, qui ont vu cette capacité de faire des requêtes en une seconde, l'ont fait pour essayer de deviner ce que tu voulais. Et donc, ils ont inventé ce fameux retargeting qui a fait qu'on s'est rendu compte que quand je visitais un produit sur Amazon et qu'après j'allais dans le Figaro, on me ressortait le produit que j'avais vu et les gens se sont sentis traqués. Combien de fois des gens me disent putain, mais on a parlé de ça sur WhatsApp et après je le vois sur Facebook. Et ça a créé la GDPR et ça a créé tous ces trucs-là avec tout le problème sur les cookies parce que le commerce sans cookies c'est un peu compliqué d'un point de vue technique. Aujourd'hui, les big data, les IA vont vers l'opt-in à 100%. Ok. Dis-moi Adil de quoi tu as besoin et moi je vais t'aider. Tu sais pourquoi tu me donnes les datas. C'est pas je vais deviner ce que tu veux toi Adil, je vais te demander Adil de quoi tu as besoin, tu m'as donné ta data. Ouais, là, tu sais pourquoi je le fais. Et je vois qu'il y a déjà une question de Laurent. Est-ce que vous avez un ou une idole? Pour ne pas faire trop bateau, je vais dire mon père. Mes parents. D'un point de vue business, évidemment, énormément de gens m'ont inspiré. Mes associés m'ont beaucoup inspiré, évidemment. J'ai énormément appris auprès d'eux. Il y a des personnes comme Elon Musk qui sont disruptives et donc très inspirantes parce qu'elles réussissent à faire. Donc oui, voilà, j'ai pas une ou un, j'en ai des. Et je pense que la valeur de l'exemple est très très importante. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des associés géniaux. Du coup, bonjour Ilan. Salut. Moi, j'ai une petite question. C'est quand on lance un projet comme vente privée, du coup, à hauteur de 500 000 €, comment on arrive à convaincre ses associés sans passer par une levée de fonds pour obtenir lancer un tel projet? Comment on peut convaincre ses associés Alors d'abord c'est mes associés qui sont venus me chercher, donc eux ils étaient déjà convaincus, c'est leur idée la première des choses que tu fais c'est que tu écris une histoire, dire que quand on dit on a besoin d'un business plan à 3 ou 5 ans, c'est pas un truc anodin. Écris-moi l'ambition que tu as de cette entreprise qui n'existe pas sur 3 à 5 ans. Moi je me rappelle, Jacques Antoine, le premier truc qu'il a fait quand il a regardé mon BP, il m'a dit enlève-moi la ligne chiffre d'affaires, je veux savoir quel est mon coût et mon risque maximal. Je me rappelle de ça. Je dis mais non, mais il y a du cash qui va rentrer. Il me dit là. Imagine pendant 5 ans, 3 ans, il n'y a rien qui rentre et ça marche pas, combien c'est? Et c'était ces fameux 500 000. Le point de départ, c'est l'histoire que tu vas raconter et est-ce que tes associés sont d'accord avec cette histoire? Est-ce qu'ils y croient? Le futur, personne n'est capable de le prédire, donc t'as qu'à l'écrire. Exécus, avec une super question, où vont les invendus de VP? Alors, on fait des ventes d'invendus. Et quand ça se vend pas? Non, et quand ça se vend pas, aujourd'hui, il y a une loi qui t'interdit de les jeter ou de les détruire. Donc forcément, il faut que ça se retrouve chez Emmaüs ou ces données ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit, avec les nouvelles lois sur le gaspillage, etc., on n'a plus le droit de jeter des produits, de les détruire. À un moment, quand il y avait un réveil matin qui marchait pas, il fallait le détruire sur huissier, c'était contrôlé, etc. Mais maintenant, il y a une loi, il faut tout recycler. Ok. Si je devrais, en 2023, lancer VP, qu'est-ce que tu me dirais? Tellement plus simple, mais je pense que ça prendrait même pas une semaine. Mais qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Tu vas faire un Shopify, tu apprends à développer un site sur Shopify, tu fais du dropshipping avec des Chinois. C'est pas très compliqué. Maintenant, de notre métier, qui est d'abord un métier de relation avec les marques, non, ça on a une vraie barrière à l'entrée. Mais sur la partie visible, technique, entre créer un site de commerce électronique en 2020 et en 2023, et tu as parlé du coup d'un truc qui est intéressant, qui est du coup la relation avec les marques. Comment vous gérez ça? Comment on doit avoir une bonne relation avec les marques? En fait, les marques, il faut savoir, c'est qu'elles ont des collections. Elles dessinent une collection.
à la commande en Asie du Sud-Est, il y a 6 semaines de bateau. Donc c'est des cycles extrêmement longs. Et donc ils font 2 collections par an. Donc nous, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on planifie 1 an à l'avance tout ce qu'on va faire avec eux. Tout ce que tu vois tous les jours sur VP a été pensé 1 an avant. Ça a été placé longtemps à l'avance pour réserver des créneaux, pour faire des choses comme ça. Et c'est le seul moyen d'avoir une vision long terme avec les marques. Tu peux pas attendre qu'elles aient un problème pour réagir, etc. Il faut avoir cette notion de partenariat et de long terme. Est-ce que tu as eu un projet entrepreneurial avant VP? Non. C'est ton premier? Non. Enfin, si, bon, c'était marrant. Il y avait le 11 août 99, il y avait une éclipse du soleil. Le 11 août 1999. Et avec Bertrand, mon prof d'informatique, on avait monté des structures de sites qu'on vendait aux mairies pour que les mairies invitent à venir prendre les lunettes à la mairie et pour aller voir les choses. Donc, ouais, c'était le petit truc. C'était à quelle année, tu m'as dit? En 99. Ok, vous l'avez vendu combien? Non, on l'a pas vendu. Ah, c'était juste un petit projet comme ça qui a duré 4 mois. Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir des magasins? Pourquoi? Parce que les magasins, il y a des murs. Et c'est quoi le problème des murs? C'est que tu peux pas mettre autant de pièces que tu veux, alors que sur Internet, je peux mettre des millions de pièces. Ok. Je sais pas, je préfère avoir une boutique sans mur X boutiques avec des murs. T'as pas une proximité avec le client, non? Via les boutiques? Non, mais le problème qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas un sourcing infini. On a ce qu'on a. Donc quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc ça existe, hein, les solderies, il y a beaucoup de gens qui en font. Leur croissance est liée au nombre de boutiques qu'ils ouvrent. Moi, je ne crée pas un nouveau site tous les jours. J'en ai un, il grossit. Ok, c'est différent. Ok. Il y avait une question tout à l'heure que j'ai kiffé, c'était par rapport au pays. C'est quoi le pays dans lequel vous vendez le plus? La France, mais le reste de l'Europe en total est supérieur à la France. Il n'y a pas un non, qui... Non, la France de très loin devant. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous imaginez la vente de vêtements en ligne dans le futur? Qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va pas se vendre? Ça se vend pas aujourd'hui? Si, mais le futur. Bah si, mais dans le futur. Comment on va les vendre? Non, l'e-commerce ou le commerce de vêtements en général dans, je sais pas, 2050. Okay. Petit chiffre, quand tu vas dans une boutique de fringues, sur 100 personnes qui rentrent, il y en a 20 qui achètent. Sur Internet, il y en a une qui achète. 1% versus 20%. Ça fait 20 ans qu'on essaye de combler ce gap en se disant comment est-ce qu'on fait? Parce que avec les millions de personnes qu'on a, si on a 20%, on est le roi du pétrole. Ouais. Tu vois, c'est l'obsession de tous les e-commerçants de trouver comment augmenter le taux de conversion. Il y en a certains qui se résignent, ils disent non, c'est pas possible. Et nous, on dit si, c'est l'offre, c'est le prix, c'est le display, la photo, le merchandising. Tous ces sujets-là sont autant de sujets qu'il n'y a pas de... Par exemple, le génie d'Amazon d'avoir fait le one-click buying, l'achat en un clic. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des chercheurs en consommation qui te disent que 95% des achats sont irrationnels. 95% sont irrationnels, ils sont faits au niveau du système limbique, c'est un cerveau qui est très très rapide. Mais si tu dis pourquoi tu as acheté ça, là je passe sur le cortex et c'est très lent, c'est très compliqué d'expliquer pourquoi j'aime. Tu regardes un tableau thème, pourquoi tu l'aimes? Voilà. Ce qu'il ne faut jamais faire dans un achat de consommation, que ce soit online, offline, c'est de poser une question. Est-ce que tu es sûr que tu veux valider ton panier? C'est quoi ton adresse? Et quand tu regardes l'expérience e-commerce, ce n'est que des questions post-panier. On ne fait que poser des questions. C'est quoi ton adresse? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as accepté les conditions? Est-ce que tu as un truc? Est-ce que les prix te vont? Et donc Amazon, en ayant fait ce bouton one-click buying, et sur un produit, il te plaît, tu ne sais pas pourquoi il te plaît, tu dis je l'achète, et là on te dit merci. Et donc là, eux, ils maximisent le taux de conversion, je te le garantis. Ils maximisent un peu trop, déjà avec moi. mais le vrai challenge, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, la croissance d'un site de commerce électronique vient par le nombre de produits que tu mets. Plus tu mets de produits, plus tu crois. Et pour ça qu'Amazon a inventé la marketplace, c'est pour avoir tous les produits du monde. Parce que lui, tout seul, ne pouvait pas acheter tous les produits du monde. Donc plus tu mets de produits, comment je fais pour trouver le produit qui me convient? Donc toutes ces technologies de recherche sur mobile, 80% du trafic d'e-commerce est sur mobile, toutes les recherches se font là-dessus. Et du coup, j'ai une deuxième question qui est un peu liée avec ça. Étant donné, comme vous le dites, que c'est toujours plus de choix, est-ce que ces grosses entreprises qui sont déjà bien en place, elles saturent pas un peu le marché et empêchent de nouveaux petits sites, on va dire, de se lancer? Le truc, c'est qu'un consommateur, quand il l'achète en ligne, il ne sait pas si derrière c'est une boîte qui fait 25 milliards ou si c'est une boîte qui fait 100 000 euros. C'est impossible à savoir. Quand tu vas naviguer sur un site, tu sais pas. On est capable de faire des sites professionnels. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient des sites qui faisaient des chiffres ahurissants, et c'était 2, quoi. Et ils avaient leur marché et ça marchait hyper bien. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les acteurs moyens. Dès que tu commences à grossir dans l'e-commerce, tu commences
commence à avoir des investissements qui commencent à être conséquents. Et donc, c'est assez compliqué d'être moyen. Mais aujourd'hui, l'e-commerce représente quel pourcentage du retail ? 50, 60, 70%? Non. J'en ai aucune idée. 11%. 89% des achats se font dans le physique. Alors, pas les billets d'avion, hein, je parle de produits physiques. Il y a la bouffe, déjà, il y a tous ces trucs-là. Il n'y a qu'en Chine qui sont arrivés à 50%. Voilà. Le record absolu, c'est la Chine, c'est 50%. Les États-Unis, ils sont à 10%, je crois. Post-Covid. La France pré-Covid, c'était 7% ou 8%. C'est génial, on a fait 50% de plus, mais c'est pas encore 100% des... Peut-être que votre génération, ce sera 100%, j'en sais rien. Donc, il y a encore un potentiel de croissance énormissime. Ça marche. La Chine, c'est parce qu'ils ont intégré le processus d'achat dans les applis. La Chine, c'est parce que c'est un pays tellement énorme. Et c'est un pays communiste capitaliste. C'est-à-dire qu'ils étaient communistes socialistes, ils ont enlevé le socialisme, ils ont mis le capitalisme. Mais ils sont restés communistes. C'est-à-dire qu'ils ont un système politique communiste, mais un système économique capitaliste. Donc il n'y a que des monopoles en Chine. T'as un Alibaba, t'as un JD.com, t'as un Baidu. T'en as pas 50, t'en as un. Donc les mecs, ils ont 1,3 milliard de personnes, si tu veux, de marché. Et les mecs, ils sont très loin et très trucs. Donc c'est particulier, mais moi je pense que la Chine, elle va nous bouffer très très vite. Hein. Dans quel sens ? Ça va être la première puissance économique mondiale, évidemment, demain matin. Ok. Ça va être vos patrons, à vous. On verra. Regardez-les bien.